simple, hein, je reprends ce que fait souvent Bernard, c'est-à-dire de prendre une vision qui n'est pas juste, elle est dépassée, cette théorie des trois cerveaux. Euh, Par contre, elle a une vertu hein, pédagogique, d'accord? Juste se rappeler que le cerveau, schématiquement, même si encore une fois, on sait que c'est pas juste aujourd'hui, il peut se diviser en trois, entre la partie instinctive, la partie reptilienne, c'est là où on a le siège de tout ce qui va être sensation, perception. Au-dessus, on a le cerveau limbique, donc on va trouver l'amygdale cérébrale, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'émotion, l'hippocampe, tout ce qui est lié à la mémoire. Au milieu, on a même le thalamus là, qui oriente tout ce qui va être lié aux hormones. Et tout en haut, le néocortex, c'est-à-dire là où on pense, on réfléchit, on a de la logique, etc. Euh, rien de, rien d'exceptionnel, je pense, pour vous. Ce qui est intéressant, c'est de se souvenir que quoi qu'il arrive, euh, tout le trajet nerveux, l'influx nerveux passe par d'abord tout ce qui va être lié à la sensation, la perception, ensuite monte dans l'émotionnel pour enfin atteindre le néocortex. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on a, par exemple, envie de chocolat hein, et qu'on se lève pour prendre une plaquette dans le placard, bon, bah, le trajet de l'influx nerveux, c'est quoi? J'ai une faim, ça aurait pu être une soif, hein, ça aurait pu être autre chose avec le toucher, même la vision, ça passe dans l'air visuel qui est derrière, mais ça remonte. Le trajet de l'influx nerveux, il passe dans le reptilien. Ensuite, il arrive dans le limbique, j'aime ou j'aime pas. Ensuite, il y a l'onde qui est déclenchée par la pensée. Où est-ce qu'il est le chocolat? Et puis, ah bah, il est dans la cuisine. Et donc, je vais dans l'aire motrice qui commande les mouvements et je me lève. D'accord? C'est comme ça qu'on pensait être la logique du cerveau. Or, on s'est rendu compte avec les travaux d'Antonio Rodrigo Damasio, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un neuroscientifique américain, qu'en réalité, ça se passait pas comme ça. Dans 8 cas sur 10, eh bien, les aires motrices, c'est-à-dire ce qui commande les mouvements, eh bien, elles sont activées avant l'onde qui est déclenchée par la pensée. Pour prendre un exemple, c'est comme si j'étais dans la voiture et qu'au moment où je pense faire une marche arrière, j'ai déjà la main qui va sur le levier de vitesse. Je suis déjà en train de faire quelque chose avant que je me rende compte de ça. Et c'est super intéressant parce qu'on va se rendre compte en fait que quoi? Eh bien, que les zones intelligentes de notre cerveau, tout ce qui est dans le néocortex, eh bien, sont les dernières à recevoir l'information. En fait, tout ce qui va être logique, pensée, etc., ça arrive en dernier. Ce qui veut dire que dans 8 cas sur 10, ce que nous pensons n'est pas à la base de nos décisions, on est en quelque sorte manipulé par nos programmes internes. Et on se rend bien compte, par exemple, quand on se sent hurler, on se voit hurler sur ses enfants alors que là, on n'a pas envie. On a cette pulsion alimentaire, on est en train de bouffer alors qu'on ne veut pas manger. Quand les expressions c'est plus fort que moi, eh bien, elles commencent à avoir une assise scientifique. Et c'est Damasio qui est là-dedans. Il y a d'autres chercheurs français comme Benjamin Libé ou Patrick Agar également. Plus précisément, on va se rendre compte que la différence entre le moment où une onde est déclenchée par la pensée et les aires motrices qui s'activent, elles arrivent. La différence est encore plus grande dans deux cas particuliers. Dans le cas de la peur, qui est profondément un signal ancré au fond du cerveau limbique, et dans le cas de culpabilité. D'accord? D'ailleurs, c'est vachement intéressant parce que le bouquin de Damasio, c'est son premier livre, c'est l'erreur de Descartes. Descartes qui pensait qu'il y avait la raison et la passion, l'enveloppe charnelle et l'enveloppe spirituelle, c'est ça qui donnait la primauté à l'intelligence. Je pense donc je suis. Damasio, Libert, Agar, etc. nous disent non, non, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt je suis, donc je pense. Autrement dit, c'est d'abord mes sensations avec le reptilien ou les émotions avec le limbique qui expliquent ce que je pense. Et c'est intéressant d'ailleurs, ça veut dire que j'ai une grande joie, tout d'un coup je fais ouais, j'ai perdu mes mains, voilà. En matière de sens, ça vole pas très haut, quoi. Ou si j'ai froid, comme ça. D'accord? Donc c'est super intéressant de voir qu'il n'y a que deux grands éléments qui déclenchent quelque chose permettant ou entraînant un mouvement de l'influx nerveux, c'est la peur et la culpabilité. C'est quoi? Qu'est-ce que ça donne précisément ces mouvements hors de l'influx, entre guillemets l'influx nerveux normal, le trajet anormal, ça donne ce que nous en innothérapie on appelle des grabouillis, un terme éminemment scientifique qui recouvre plein de choses,
troubles du sommeil, migraines, douleurs, etc. Tout ce qui dépend en fait du système nerveux autonome. Voilà. Tout ça vient de quelque chose qui fait dérailler, entre guillemets, le train habituel. On remarquera qu'un bébé, par exemple, un bébé, eh bien, sauf pathologie particulière, pardon, lui, il va bien. Et il va bien, il s'adapte. Son système d'adaptation, le système nerveux autonome, il est OK. Son système d'apprentissage, qui est pareil de la culpabilité, c'est OK. Donc, c'est vachement intéressant. L'idée qu'il n'y a pas de dichotomie entre raison, esprit, corps et cerveau. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça, nous, on insiste beaucoup sur le fait que les gens sont victimes de leurs symptômes. On insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas vous qui faites ceci, c'est votre cerveau qui le fait. On va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup insister là-dessus. De dire que la personne n'est pas son comportement. Ce n'est pas vous qui êtes nul, non, c'est votre comportement qui vous paraît, vous, inadapté, etc. etc. D'accord? Donc, dans un premier temps, il va y avoir une notion de compréhension qui est de dire, bah voilà, vous êtes victime de votre cerveau, vous n'êtes pas libre et c'est normal. Et ce n'est pas du tout avec des termes comme quand, si on veut, on peut, que l'on va pouvoir avancer. Non seulement ça va vous culpabiliser encore plus, mais ça va rajouter une tension complémentaire. Si on veut, on peut, on se tend. Alors que déjà, la bifurcation de l'influx nerveux est liée à des tensions. Voilà, c'est un tout petit élément qui est vraiment assez fondamental en hypnothérapie. C'est que le mal-être, il repose sur la peur, la culpabilité. Deuxième élément, peur et culpabilité inscrivent quelque chose au niveau cérébral et quelque chose au niveau du corps. Au même moment où il y a quelque chose de mal-être, s'inscrit quelque chose dans la tête et dans le corps. Pour être très précis, il y a un troisième élément qui peut être la cause du mal-être. Ce sont des tensions accumulées par le corps, des tensions qu'on a absorbées de l'extérieur. Voilà, donc 3 éléments au mal-être, les peurs, la culpabilité et les tensions qu'on absorbe de l'extérieur. Le tout donnant une trace et au niveau cérébral et dans le corps. Je sors de ça et je reviens. Donc, le symptôme n'a pas vraiment de sens, la compréhension ne sert pas à grand-chose. 2, les trois éléments au mal-être sont la peur, la culpabilité et les tensions qui s'y mettent. Troisième grand principe, je fais ça un peu décousu, c'est l'idée que nous sommes dons d'amour. Alors ça paraît une position très rousseauiste de la vie, mais en fait c'est plus profond que ça. Je vais vous donner un exemple qu'on nous donne assez souvent. Prenez un enfant de, je sais pas, entre 3 et 7 ans qui est le soir à la maison et qui voit son parent, alors ça peut être son papa, ça peut être sa maman, qui arrive et qui est fatigué de sa journée. Le parent s'assoit sur le canapé, il n'a qu'une seule envie, c'est avoir 10-15 minutes pour souffler. Qu'il soit 18h, 19h, peu importe. L'enfant vient voir son parent, il dit papa ou maman, et il embrasse. Et là, le parent dit coucou ma chérie ou coucou mon chéri, je suis à toi, donne-moi 10 minutes, j'ai une journée pas évidente, là, dans 10 minutes, je suis à toi. Allez, papa, mon gros bisou. Ah, donne-moi 10 minutes, là, je suis vraiment fatigué, je suis à toi, ma chérie, je suis à toi. L'enfant va dans sa chambre, va prendre le jeu avec lequel d'habitude il joue avec son papa ou sa maman, revient et dit hey, papa ou maman, eh bien on joue, on joue. Et papa et la maman disent ben, moi chérie, mon chéri, je t'aime vraiment très 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 fort, mais là, donne-moi juste 10 minutes, je suis à toi, je suis juste fatigué, j'ai une journée compliquée, j'arrive. Bon, d'accord. Et là, l'enfant repart dans sa chambre ou dans la cuisine, dans la salle de bain, peu importe. Et tout d'un coup, vous entendez une bêtise. Question simple, comment est-ce que vous interprétez la bêtise de l'enfant? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, c'est qu'une interprétation. Il fait exprès pour attirer l'attention. Il fait exprès pour attirer l'attention, ça c'est Corinne qui répond ça. Qu'est-ce que diraient les autres? Vous serez d'accord, pas d'accord? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, on est là entre nous. Hein. Non, je sais pas, il y a une forme d'ennui et puis, ouais, pardon, faut lever la main. Ouais. Une forme d'ennui, ok. Une forme d'ennui, il va chercher à s'occuper et puis la bêtise arrive par distraction. Ok.
Les autres, Moi, je dirais il a eu une émotion qui est montée. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être de l'angoisse. Enfin, tu l'interprètes comme tu veux ou il l'interprète comme tu veux. Et du coup, il a besoin d'être sécurisé. alors c'est un peu la version de Bernard. C'est un peu la version de Bernard. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, au cabinet, les gens vont parler de l'enfant a besoin d'attention, l'enfant veut qu'on s'occupe de lui. L'enfant, il est souvent vu dans ces moments-là comme une espèce de vampire émotionnel qui viendrait prendre le temps, l'amour de ses parents. La version de Bernard, c'est pas du tout ça, c'est de dire, mais non, l'enfant, à la base, c'est un don. L'enfant, il donne. L'enfant, et il donne de l'amour, c'est sa nature de donner de l'amour. Et je vais revenir dessus après. Et donc là, quand il voit le parent qui est fatigué, bah, il le sent puisqu'il lui fait des bisous et il voit que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, l'enfant, il se dit, mince, qu'est-ce que je peux faire? Il est incapable à cet âge-là de se dire que c'est le parent qui va pas bien. Donc, il va chercher son jouet et puis il va essayer de se mettre en lien avec l'adulte. Tiens, regarde, on joue à ça comme d'habitude. Puis le parent, non, non, ça va pas bien, laisse-moi 10 minutes. Et du coup, l'enfant va culpabiliser. Il va culpabiliser parce qu'il se dit que sa façon de donner n'est pas bonne. Sa façon de donner de l'amour n'est pas bonne. Et comme il va culpabiliser, eh ben, il va à un moment donné être maladroit. Et cette maladresse va entraîner le fait qu'il casse quelque chose, qu'il fasse une bêtise. Et là, par une autre façon, par les neurosciences à la base, eh bien, on va rejoindre l'idée qui était déjà celle de Roustan, qui disait il n'y a pas de malade, il n'y a que des maladroits. Et c'est très intéressant parce que ce que je vous donne là comme exemple, c'est la même chose qu'on pourrait retrouver avec, à la sortie de l'école ou de la crèche, les parents qui accueillent comme la dernière merveille du monde ce collier de nouilles, ce dessin sur du carton, etc. C'est magnifique. Et puis ceux qui disent, attends, laisse-moi, je finis de parler. Et c'est comme ça que pour Bernard se crée chez l'enfant ce qu'il appelle lui un personnage, c'est-à-dire une carapace, un quelque chose qui fait qu'il s'éloigne de sa personne fondamentale. Sa personne fondamentale, pour Bernard, c'est quelque chose qui est lié à notre être profond à tous. C'est l'amour, un don d'amour. Et par exemple, les études qui sont faites sur le proto-regard, le premier regard, c'est l'enfant, il donne du regard. L'enfant, il va donner son petit doigt. L'enfant, il grandit un petit peu, il va tout de suite donner un petit caillou, il va donner une branche. L'enfant, naturellement, il est dans le don d'amour. L'enfant, naturellement, il est dans la curiosité. Il a un besoin exploratoire très fort. Il va regarder à droite, à gauche, il ouvre, vous connaissez les enfants, il gratte la terre, etc. L'enfant, quand il va pas bien, il se blesse, il pleure. Puis après, il pleure, il dort. Et l'adulte ou l'ado, quand il va pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que d'être dans je donne de l'amour, il va être dans le j'ai pas assez reçu. Moi, je manque d'amour. Les parents m'ont jamais donné d'amour ou mon conjoint, etc. L'adulte qui va pas bien, il va être dans le j'ai peur de l'inconnu au lieu d'avoir un besoin exploratoire. L'adulte qui va pas bien, il pleure plus et puis il dort plus. Tout ça, dans la philosophie de l'hypnothérapie, c'est la création d'un personnage. Ce personnage qui donc repose sur des tensions notamment liées à des culpabilités, d'accord? Et personnage qui, à la base, pourtant, a été créé par amour des autres. Mais c'est juste que les parents, en fait, n'ont pas été dans certains d'accueillir cet amour. C'est pas de leur faute, c'est juste une histoire de vie, comme ça. Et se crée un personnage. Et ce personnage, parfois, il va exploser. Et toute l'idée de l'hypnothérapie, ça va être de revenir à la personne fondamentale qui est en nous. C'est-à-dire d'enlever quelque chose en nous pour retrouver cette personne initiale. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en hypnothérapie, on va considérer que toutes ces tensions qui sont là, elles nous font mal dans le corps. Il y a plein de tensions partout. Et notre cerveau, plutôt que d'accepter de nous faire sentir ces tensions, il va nous occuper l'esprit. Voilà, j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de maîtriser parce que je ne veux pas ressentir mon corps. Or, par une forme d'aller vers du lâcher-prise, aller vers une forme de laisser faire les choses, alors je vais retrouver ma personne. C'est toute la philosophie de l'hypnothérapie. Alors, laisser aller, laisser faire, se laisser transformer par l'environnement. Vous retrouvez d'abord ce qui se passe chez un bébé.
Le bébé ne pense pas, le bébé n'a pas de pensée structurée parce qu'il n'a pas encore un langage structuré, mais son corps s'adapte. Son système nerveux autonome s'adapte. Vous mettez un bébé allongé avec une petite noisette, vous l'allongez sur le dos, hop, vous allez voir son corps qui va bien s'adapter. Quiconque ici a fait du camping, enfin je sais pas, moi je fais du camping, j'ai un petit truc dans le dos sur le matelas, je vais avoir mal toute la soirée. D'accord? Donc l'idée, c'est d'enlever quelque chose, d'enlever les tensions qui nous empêchent d'être bien. Ces tensions qui reposent en bonne partie sur cette fameuse culpabilité initiale, d'accord? Et sur des peurs. On peut pas mal digresser là-dessus, hein, sur toute la culpabilité de notre société. Hein, quand on veut, on peut. Toute la théorie sur la notion de la recherche de la performance. Alors que là, on va s'éloigner de la recherche de la performance, on va aller vers la recherche de l'existence, juste être. Et vous retrouverez là-dedans les éléments qu'on trouve chez Gaston Brosseau. Donc, enlever ces tensions. Ça, c'est toute l'idée générale. Alors, évidemment, quand on commence à lâcher prise, chez beaucoup de gens, on va retrouver des tas d'éléments liés à l'angoisse de mort. L'angoisse de mort qui peut se subdiviser en plusieurs éléments. Hein. En héliothérapie, on va souvent voir qu'il y a soit la peur de l'agonie, qui est donc la peur d'une souffrance physique, qui en réalité n'a pas lieu d'être, mais c'est une vraie peur. La peur de bilan de vie qui serait mauvais ou catastrophique, ou la peur liée à des culpabilités de laisser ses proches. Des éléments à travailler là-dessus. Voilà. Tout l'idée générale, c'est d'arriver à enlever ce qui nous embête, enlever ce qui nous ennuie, pour retrouver l'être initial que l'on est, pour que l'influx nerveux circule bien, pour retrouver ce que Bernard appelle l'élan, c'est-à-dire cette espèce de continuum, ce mouvement. Ça, c'est pour la théorie dans les grandes lignes. D'accord? Donc, en pratique, qu'est-ce que l'hypnothérapeute va faire? Bon, je vais faire un petit break là-dessus déjà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été complètement incompréhensible ou c'est une évidence absolue? C'est une vision. Hein. Non, c'est bien. C'est clair. J'ai la question du comment. Après, ça vient toucher moi d'autres croyances. Oui, le comment de cette libération des tensions. Et oui, je reviens sur le côté don de l'enfant, don. C'est vrai que moi j'avais une théorie plutôt complémentaire, où on est plus régi par des besoins. Même si le don de soi peut être un besoin. Mais je donne un peu en vrac ce qui me vient. Non, mais c'est sympa de partir. Moi, après le comment, on va vous dire comment on peut faire, mais c'est super intéressant parce que c'est pas une vérité. Il n'y a pas de vérité. Alors là, vraiment, c'est une façon de voir les choses qui, moi, m'a touché. Et je vous l'expose très rapidement. Venir oui, à son soi, ça me parle. Au contraire qu'on peut avoir au niveau de l'environnement. C'est vrai que moi, dans mes accompagnements, je vois souvent qu'il y a, par rapport aux symptômes, il y a cette notion de dissociation, effectivement, de tu n'es pas le problème, mais il y a une part de toi qui va venir l'entretenir et qui va le manifester par une émotion, un comportement non désiré ou autre. Donc, effectivement, je rejoins complètement ce concept-là. Déjà, si on veut pouvoir prendre du recul et la main sur un problème, c'est déjà de ne pas l'être, mais ça parle bien. Et c'est après où je suis curieux, c'est comment l'hypnothérapie permet d'accompagner cette libération-là en prenant en compte effectivement le contexte, l'environnement qui peut venir générer le comportement non désiré. La progression, elle est plus à ce niveau-là. Ouais. Super. Main qui se lève. Ah ouais, non, mais le micro est ouvert. Juste pour partager, alors ça m'amuse parce que en fait, toutes mes séances, moi, elles commencent, quand on m'apporte une problématique, elles commencent, tu vas rigoler, je ne sais pas si tu le vois. Attends. Elles commencent par cette présentation-là. Parce que comme j'ai une approche MDR, donc moi, je raconte une histoire au travers de ces trois cerveaux et donc j'aime dire que c'est une approche qui est plutôt anthropologique au fil de la construction de notre humanité. Et donc, à l'intérieur, il y a l'animal qui est en nous,
c'est le reptilien. L'enfant qui est en nous, c'est le cerveau émotionnel et l'adulte que nous sommes, c'est le cerveau qui pense. Et donc, à chaque fois, et je trouve ça vraiment très, très pertinent et ça soulage immédiatement quelqu'un de comprendre qu'il a aussi un fonctionnement biologique, anthropologique, historique et que ses réactions, ses comportements ne sont pas dus à ce qu'il pourrait y avoir de mauvais à l'intérieur de lui. Donc voilà, donc jusqu'à présent, juste pour dire que mon approche MDR et puis la tienne, ben, pour l'instant, il y a vraiment un socle vraiment commun jusqu'à la similitude dans le schéma. C'est assez intéressant. Oui, c'est vrai. Oui. Par rapport à, on va dire, aux fondamentaux, déjà, ce qui est intéressant dans l'approche de Bernard, c'est les neurosciences. Parce que les neurosciences, en fait, c'est une discipline qui est transversale. Ce n'est pas une discipline en soi, hein. C'est vraiment une discipline qui est née récemment du fait principalement des investigations qu'on peut avoir grâce à de l'imagerie, etc. Et les neurosciences, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a vraiment les faits, les opinions. C'est-à-dire les faits, c'est les faits scientifiques. Notamment, tu as parlé de ce différentiel entre le subconscient, le conscient. Moi, je connaissais surtout les travaux de Spiegel, de Kirsch là-dessus, où il montrait qu'il y avait des décalés qui étaient pratiquement des fois de l'ordre d'une seconde, hein, ce qui nous paraît juste dingue, mais qui se vérifie, hein. On donne une manette à quelqu'un, il doit appuyer à gauche, à droite. On fait l'IRM cérébral fonctionnel et on se rend compte qu'en fait, le corps a déjà réagi une seconde avant l'esprit. Voilà. Deuxième chose, dans les faits et les opinions, ce qui est intéressant toujours, c'est les faits, c'est les faits scientifiques, c'est les neurosciences, et il faut s'intéresser aux neurosciences parce que ça nous apporte des choses, ça légitime une démarche. Et puis aussi, il y a des mauvaises neurosciences qui sont un peu, on va dire, le côté un peu vulgarisation scientifique. Mais il y a vraiment des travaux fondamentaux, notamment tous les travaux de Damiazo. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment, ça, c'est extraordinaire, là. Surtout le deuxième, là, Spinoza avait raison. Ça, à mon avis, c'est un must à lire pour tous les hypnothérapeutes pour comprendre la puissance de la portée de la pensée de Spinoza et toutes les applications. Je pense qu'il avait tout compris au fonctionnement du subconscient. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est les métaphores que tu as fait dans le cerveau entre l'évolution de la phylogénétique et de l'embryologie. C'est vrai qu'on est petit, quand on est petit, ben on est cerveau reptilien, ensuite on est cerveau mammalien, limbique, et puis après on a le néocortex, et en fait c'est l'évolution de l'humanité, et c'est aussi même l'évolution du développement cérébral du petit enfant à l'adulte qu'on devient. Et même si ce n'est pas vrai sur le plan neuroscientifique, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas que comme ça, le cerveau, mais c'est quand même une métaphore qui est très intéressante à raconter aux patients. C'est un peu la même métaphore cerveau gauche, cerveau droit. Voilà. Où c'est vrai qu'on dit on fait un switch, voilà, on va passer en transe, vous allez passer côté cerveau droit. C'est toujours intéressant parce que ça donne des éléments de symboles et d'imagerie, et ça, je trouve que ça parle beaucoup. Alors moi, le truc qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu vas nous dire par la suite, évidemment, c'est les applications. Et moi, l'hypnose que j'ai, c'est une hypnose qui est principalement médicale, opératoire. Et donc, pour moi, le subconscient, c'est d'abord le corps et un tout petit peu l'esprit, parce que je travaille beaucoup sur le corps. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important en hypnose, c'est de comprendre que le subconscient, c'est pas là, quoi. Le subconscient, c'est tout, c'est la totalité. Et c'est la totalité sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan psychologique. Et il y a vraiment une intelligence du corps. Et j'attends un peu de voir comment tu présentes la thérapie, parce qu'après, je parlerai un peu de la gestion des traumas et des PTSD, les post-traumatiques, les stress, je ne sais jamais la traduction, les stress, voilà, c'est ça. Les stress post-traumatiques, etc. Voilà, c'était juste pour dire que tout ce que tu as dit me plaît bien et en même temps se rappeler toujours que l'intelligence du subconscient, c'est l'intelligence du corps, hein. Ah ouais. Il y en a d'autres qui veulent dire un mot? Oui, moi j'avais une question, j'ai pas réussi à suivre comment on est arrivé au fait, ou peut-être que c'est juste un postulat et j'ai pas réussi à suivre ça, comment on est arrivé au fait que à peu près toutes ces tensions, tout ce qu'on vit, c'est lié aux peurs et aux culpabilités.
c'est une très bonne question. En fait, c'est les travaux de Benjamin Libé et Patrick Haggard qui ont montré qu'en fait, que lorsqu'il y avait des peurs, alors, les peurs, c'est angoisse, peur de la mort, etc., le trajet de l'influx nerveux déviait, et plus la peur est profonde et grande, plus le temps de réaction, comme l'a dit Brice, augmente entre la pensée cérébrale et les mouvements. Ça va de quelques millionièmes de seconde à, tu as dit une seconde, c'est énorme. Et pareil pour la notion de culpabilité. Ça, ce sont des travaux qui ont été faits. Moi, j'ai lu les comptes rendus, je n'ai pas été regarder les protocoles particuliers. Mais c'est intéressant de voir que derrière tous les éléments, et je vais prendre un exemple tout à l'heure, en hypnothérapie, on va considérer que beaucoup de choses sont liées à des peurs ou à des culpabilités. Pas besoin d'aller vraiment très, 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 très loin en allant regarder tous les éléments, on va dire qu'on appelle les émotions de base. D'accord. Donc, quand tu disais tout à l'heure, je me fais un peu l'avocat du diable, mais Non, mais au contraire. c'est une façon de penser qui m'aide à bien comprendre à chaque fois comment ça fait. C'est un peu comme le raisonnement par l'absurde. J'adore ça. Du coup, tout à l'heure, tu as dit au début, un des points de la hypnothérapie, c'est qu'il n'y a pas d'analyse, c'est ça? On ne va pas chercher. On va pas chercher le. J'y viens. On va chercher certains éléments de vie, mais on ne va pas analyser derrière, notamment le sens. Du coup, est-ce qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas d'analyse parce que l'analyse, elle partirait déjà du fait que de toute façon, ça vient de la peur et de la culpabilité? En partie, oui, mais pas seulement. Mais pas seulement parce qu'il y a une partie qu'on va utiliser en psycho. Voilà. Okay. Alors, juste pour revenir, par exemple, à ce que disait Franck sur les besoins tout à l'heure, vachement intéressant pour le bébé. Vous pourrez regarder si vous voulez, parce qu'on pourrait passer des heures à parler de ça. Hein. Mais il y a eu des exemples en Roumanie en particulier, et je pense que Corinne, tu peux en parler plus que nous autres, des exemples où il y a eu des bébés qui se laissaient mourir par manque d'amour. Ils n'avaient pas la possibilité de donner de l'amour, alors qu'ils pouvaient boire ou manger. Il y a eu des différents travaux qui ont été faits. Ça, il y a des études là-dessus, oui, qui montrent qu'un enfant qui est nourri, alors il y a même des études où on nourrit l'enfant avec un substitut de mère, mais qui n'a pas d'interaction d'amour et affective avec l'enfant, et l'enfant meurt même s'il est nourri, quoi. Donc, dans le fait de nourrir l'enfant, s'il n'y a pas l'affect, l'enfant n'est pas nourri, en fait. Il va mourir. Il va mourir parce qu'il n'a pas d'affection, pas d'amour, pas le lien d'amour. Même s'il est nourri, quoi. Il va mourir. Si on met une peluche qui nourrit le bébé, il va manger, mais il va quand même se laisser mourir. Et c'est intéressant parce que tu parlais même de travaux qui sont faits sur le proto-regard, l'importance des premiers regards, qu'on voit le bébé à sa maman, est-ce que sa maman accepte et accueille et renvoie ce regard? C'est ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'évolution pour l'enfant. Il n'y a pas de... Voilà ce qui se passait dans les orphelinats en Roumanie où les enfants étaient juste des robots qu'on nourrissait, mais sans affection, quoi. Donc, des fabriques à autistes. Donc, pour continuer là-dessus, et Brice, tu m'as permis une transition magique, j'allais vous expliquer, vous proposer une explication, en tout cas derrière le mot éinothérapie. C'est pour ça que je le mets maintenant. Thérapie, thérapos en grec, ça veut dire le serviteur, celui qui prend soin d'eux. Et éino, c'est le verbe être. D'accord? Donc, l'éinothérapie, mot à mot, c'est double signification. C'est être le serviteur de soi-même. C'est nous-mêmes qui allons nous faire du bien et se laisser faire par soi-même. C'est-à-dire que la posture de l'éinothérapeute, et c'est la même que celle de Roustan, d'accord, c'est je suis indifférent au résultat. Je ne cherche pas à guérir. Par contre, je ne suis pas indifférent à la personne. Je mets en place un dispositif pour que la personne puisse aller mieux. C'est elle-même, par elle-même, et quand ça sera le bon moment pour elle, qui va pouvoir changer quelque chose, pour être plus précis, vous l'avez compris, qui va pouvoir retrouver sa personne. Quand elle sera sa personne, elle sera fluide, elle va retrouver l'élan. Elle va se retrouver en mouvement.
quelque chose qui est bloqué en elle à un moment donné va se débloquer. Donc, éinothérapie, c'est vraiment ça, c'est être et serviteur. C'est je suis mon propre serviteur, je veux me laisser faire par moi-même. C'est un peu alambiqué comme nom, hein, je suis d'accord avec vous. Donc, en pratique, qu'est-ce que va faire l'éinothérapeute? Il va, au départ, dans le... On n'appelle pas ça vraiment une anamnèse, mais bon, dans les discussions initiales, essayer de repérer deux choses. Quels sont les éventuels interdits chez la personne? Et les images de quelque chose. Et deuxième élément, quels sont les événements éventuels qui l'ont fortement marqué? Des grandes peurs, des grands traumas, etc. Dans la première partie, par exemple, quels sont les interdits ou autres? Qu'est-ce qu'on va avoir souvent? On va avoir parfois des gens qui sont, ma profession numéro 1, par exemple, que je vois au cabinet, ce sont des infirmiers ou des infirmières. Et bien souvent, vous voyez ces gens-là qui sont tournés vers les autres, toujours vers les autres, etc., etc. Et souvent, je vais essayer de voir comment eh bien, leur comportement est par rapport à leur être. Je constate que de temps en temps, j'ai envie de dire souvent, il y a une difficulté avec le mot inutile. Il est pour ces gens-là souvent important qu'elle soit utile. Or, dans l'idée je ne suis pas mon cerveau, il y a l'idée que beaucoup de personnes confondent leur personne avec leur comportement. Il y en a d'autres qui vont être très gentils. Beaucoup de gens sont très très gentils. Et il y en a qui vont être libres d'être gentils, mais d'autres qui vont être gentils par interdit d'être méchants. Il y en a d'autres encore qui vont être dans il faut que ça soit comme ça. Alors dès que j'entends les il faut, je dois, il faudrait, là je sens souvent une forme de rigidité qui souvent est liée à un héritage culturel ou héritage éducatif. S'il y a un héritage, je vais souvent questionner sur est-ce que je le vis bien ou pas. Et dans les il faut, je dois, j'ai quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas moi qui choisis. Et donc ça va créer chez moi des tensions. D'accord? Premier élément. Deuxième élément, des éléments de vie qui peuvent être perturbants. Ah oui, je sais qu'à 8 ans, j'ai eu, j'en sais rien moi, un grave accident, ok, bah, c'est clair et net, où je vais vous donner des exemples frais de quelqu'un qui est venu la semaine dernière, qui dit voilà, je repense à ma maison qui a brûlé dans l'incendie de cet été. Vous savez que dans le Var, on a été gratifié d'un gros incendie. Voilà, c'est un événement précis. Donc l'un ou l'autre, d'accord? À partir de là, ok, l'hypnothérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Il va induire un état d'hypnose en expliquant à la personne qu'on ne va pas parler à cette personne, on va parler à son corps. Puisque l'objectif, ça va être que le corps se détende, donc d'enlever les tensions du corps. Alors là, je fais une parenthèse, et parce que je ne vais pas en passer trop de temps. Si ça vous intéresse beaucoup, je vous donnerai le compte-rendu en 3 minutes d'une expérience de neurosciences qui a été faite en 2013, que je trouve hyper intéressante et qui va expliquer tout ça. Mais je vous la donnerai que si ça vous intéresse. Là je repars à la pratique. Donc, en pratique, par exemple, la mise en induction en hypnothérapie, elle est extrêmement simple. C'est de l'hypnose légère. À la limite, si la personne n'est pas en hypnose, on s'en fout. Si elle part en hypnose profonde, elle part en hypnose profonde. C'est vraiment l'idée que de toute façon, à l'instant où je vous parle, votre corps, il va savoir si c'est bon pour vous ou pas. Ou plus exactement, est-ce que la personne a un cerveau qui bloque tellement les émotions qu'elle ne va pas se laisser aller? Et ce n'est pas moi, thérapeute, qui vais me mettre la pression. Je ne sais pas si vous allez partir ou pas, on n'est pas dans la performance, on va voir. L'induction la plus simple qu'on va ensuite enseigner en auto-hypnose, ça va être, voilà, vous prenez votre main, que vous posez en position swan, vous mettez comme ça, hein, puis vous fixez un point. D'accord? Donc, on peut expliquer ou pas, de ne pas balayer le champ de vision, etc. Et puis, vous attendez que ça devienne flou. OK? Une fois que ça devient flou, bah, vous continuez toujours à forcer les yeux à regarder le point. Et puis, vous attendez qu'il y ait des petits mouvements de la main. D'accord? Soit des mouvements de doigts, soit des mouvements de poignet, quelque chose d'involontaire. Quand on a l'habitude, ça prend 2 minutes.
Parfois, ça prend 5, ça prend 8, ça prend 10. D'accord ? Vous pouvez aussi parfois proposer, une fois que c'est le cas, pour approfondir et quand les yeux peuvent se fermer, de faire la même chose avec la main gauche. Et cette fois-ci, observez avec vos yeux de l'intérieur s'il y a un mouvement qui se fait au niveau des poignets ou autre. Et vous approfondissez. Quelque chose d'extrêmement simple. D'accord ? Vraiment très simple. À partir de là, Bernard, pour l'avoir vu, s'arrête souvent là. Moi, je trouve, je ne suis pas le seul, que c'est bien d'aller un petit peu plus profond, qu'on peut faire ce qu'on sait faire. Hein. On appuie sur l'épaule et ça continue. On peut de temps en temps lever un bras, faire 2-3 choses pour approfondir l'état. Après, c'est à chacun de voir. Et à partir de ce moment-là, un petit peu de confusion, c'est toujours intéressant. Hein. Remettre la personne dans le corps, vraiment. Voilà, vous êtes assis sur le fauteuil, vous ressentez, j'en sais rien, l'assise du fauteuil au niveau de vos fessiers. Et là, vous parlez au corps. Et souvent, une grande phrase, c'est voilà, vous sentez la bienveillance du lieu, vous vous sentez en pleine sécurité. Moi, à titre personnel, j'aime bien me lever à ce moment-là et parler près de l'oreille gauche et le corps se sent sécurisé. Je passe derrière le fauteuil et je parle maintenant près de l'oreille droite et vous vous sentez toujours parfaitement sécurisé dans un environnement. Vraiment, c'est au sens de Roustan, le fauteuil, ça représente vraiment l'environnement extérieur. Et là, je commence à parler au corps et je l'installe. Par exemple, vous vous laissez installer confortablement dans je suis inutile. Et vous laissez simplement votre corps, s'il est d'accord, remonter les tensions liées à cette simple phrase je suis inutile. C'est dans mon exemple. Hein. Ça pourrait être je suis rigide. Et vous insistez 2 fois, 3 fois, et vous voyez s'il y a des tensions qui se passent, parfois des petits mouvements, parfois une crispation, parfois certaines choses. Souvent, vous pouvez dire aussi je suis nul. Vous installez votre corps dans le fait que je suis nul. Mais vous avez prévenu les gens avant, hein, vous avez créé l'alliance, vous dites que vous parlez au corps. En fait, l'idée, c'est de rentrer dans les interdits de la personne. C'est-à-dire que là, consciemment, si on se dit, tiens, Franck, tu vas laisser ton corps réagir au fait que tu devrais avoir honte d'avoir tué des centaines d'enfants, ça ne va rien te faire. A priori, s'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de culpabilité, ça ne te fait rien. Si par contre, commence à dire des choses et ça gêne un petit peu, ça titille, le corps, il va bouger. Voilà. Le corps va déclencher le signal. Alors, j'ai dit, je suis nul, je suis méchant. Il y en a plein. Hein, je suis qui n'aime pas souffrir, je souffre, voilà, etc. Et vous voyez, 1 fois, 2 fois et encore. Et l'idée, c'est vraiment de laisser sortir les tensions. Laisser sortir les tensions. Voilà. Et parfois, ça marche. Parfois, il n'y a rien qui sort. Parfois, la personne, elle ne peut pas. Mais c'est assez souvent spectaculaire. Spectaculaire, ça peut être juste un doigt, hein, mais les personnes sont là. L'idée de l'hypnose légère, c'est de les mettre un petit peu à côté pour qu'ils se rendent compte en dissocié que ça bouge. Mais évidemment, elles sont parfaitement conscientes, totalement présentes. Voilà. Et vous essayez de voir 2, 3 petites choses là-dessus. Une fois que vous avez fait 1 ou 2 trucs qui peuvent être 1 ou 2 mots, vous partez, par exemple, tiens, tu laisses ton corps retourner à cette journée du mois d'août. La maison brûle, et sans chercher à interpréter, sans chercher à visualiser, sans chercher à ressentir ou à entendre, tu vas simplement installer ton corps dans le fait que la maison brûle. Et s'il est d'accord, toutes les tensions, toutes les crispations qui ont été à ce moment-là captées dans toutes les cellules du corps, elles sortent. Et on voit ce qui se passe. Et puis ça finit par diminuer. Et puis une deuxième fois, on recommence. Hein, et de nouveau, tu vas sentir la chaleur, les flammes, ta maison qui part dans le néant, les cendres. Et sans chercher à comprendre toute la pression que ton corps a pris à ce moment-là, là, tu vas la laisser s'échapper. Et l'idée, en fait, c'est la personne souvent ne revit pas la chose. Elle n'a pas besoin de sentir l'odeur, elle n'a pas besoin de voir les choses. On parle vraiment à son corps. On parle vraiment à son corps. Voilà, et on revient comme ça. Ça, c'est un truc très général. Après, donc ça peut être une première séance et on voit ce qui se passe. Après, il y a des choses beaucoup plus spécifiques. Là, j'essaie de faire très rapide, mais ce qui paraît assez basique, vu comme ça, peut aller très loin.
je vous donne le cas le cas d'un viol, par exemple, une agression sexuelle. Cas, j'en ai malheureusement très souvent, comme j'imagine vous en avez aussi très souvent. Eh bien, souvent les gens qui viennent, ils ont été vus par des psychologues, ils ont été vus par... Et ils savent qu'ils ont été victimes. Souvent, cette partie-là, culpabilité, elle est traitée. Ils ont été victimes, ils le savent très très bien. N'empêche qu'eux, parfois, quelques années après, ils se sentent toujours pas bien. Donc, premier rendez-vous, je vais faire ce qu'on a fait là, donc je ne sais pas dans quoi je vais rentrer, soit souvenir de la scène, mais juste, je me souviens à 12 ans, j'ai été agressé, mon corps, s'il a encore des tensions au sang, un truc assez light. Et à la deuxième séance, souvent, lorsque je sens que, parce qu'il faut quand même avoir une bonne alliance pour arriver à faire des choses comme ça, eh bien, je vais expliquer un peu plus loin les neurosciences. Donc là, je vous ai montré le truc de base, hein, mais je vais expliquer le principe des neurones miroirs. D'accord? Donc, tout simplement, en expliquant à la personne que si je fais ça devant elle comme ça, ben, il ne se passe rien dans son cerveau. Mais que si par contre, je lui demande de me regarder avec attention et que je lève la main droite, alors évidemment, elle n'a pas levé sa main droite, mais son cerveau, puisqu'il avait attention, a levé sa main droite. Et que c'est super hein, pour l'apprentissage, etc. Mais qu'il y a un deuxième cas dans lequel le cerveau va avoir une grande tendance à reproduire le geste de l'agresseur ou de la personne en face, c'est lorsqu'il y a une grande émotion. Et donc, je vais expliquer à la personne qu'il est fort possible que son cerveau ait absorbé, avalé, reproduit les gestes de l'agresseur. Ça peut être encore plus puissant si c'est une agression, notamment dans l'enfance ou dans l'adolescence, qui a été répétée. Donc, j'explique, je prends vraiment le temps d'expliquer ça à la personne et qu'elle n'est pas forcément consciente que pour son cerveau, elle a fait ce geste. Et donc, du coup, on repart sous hypnose. Donc là, on peut changer. Hein. Il y a plein on pourra parler des types d'induction. Vous les connaissez. On n'est pas dans la technicité. Et là, la personne va être là et on la met bien. Et d'un coup, je dis voilà, on va y aller crescendo. Hein, voilà, mais elle est au courant que je ne parle surtout pas à elle, que je ne porte aucun jugement sur elle et qu'on est vraiment dans une bienveillance. Je dis voilà, le corps s'installe dans le fait, eh bien, qu'elle est violente. Je suis violente. Et on attend. Et très, très souvent, enfin moi, 9 fois sur 10, c'est... Puis après, je vais plus loin, je suis perverse. Je suis violeuse. On va aller jusqu'à mettre des termes qui paraissent très, très forts, mais comme ils ont été expliqués avant, et qu'il y a vraiment une grande bienveillance, une grande disponibilité du thérapeute, là, il se passe, jusqu'à présent, hein, je n'ai pas une énorme expérience, mais j'en ai fait au moins une quinzaine, tout le temps quelque chose de puissant. Et l'idée de l'hypnose, c'est vraiment d'être à l'écart, de ne pas revivre, de ne pas se dire non, non, c'est pas vrai. C'est d'accepter que ça bouge, mais que ça bouge malgré moi. Je suis vraiment victime de mes symptômes. Et ça, ce que je vous dis sur le viol, dans quelque chose de fort, hein, vous pouvez le reproduire sur plein d'autres choses. Voilà. Je finirai par un troisième exemple, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, qui va être le cas des gens qui sont hypersensibles. L'hypersensibilité, elle est souvent liée d'ailleurs à la précocité. La précocité n'est pas définie en inothérapie comme avoir un 125 ou 130 ou 135 de QI. La précocité n'est pas la précocité intellectuelle, c'est la précocité au sens neurosciences, c'est-à-dire la rapidité de l'influx nerveux dans le corps. On va distinguer, nous, les neurotypiques, qui vont entre 10, qui ont des nerfs qui fonctionnent entre 10 et 100 mètres par seconde, ça monte, ça descend. Hein, je vois quelque chose dans l'air visuel, puis je bouge. Et les précoces, où l'information par les terminaisons nerveuses arrive précocement au cerveau. Ça ressort. Donc être précoce, pour nous, c'est juste comme avoir les yeux marrons ou faire 1m80, c'est une caractéristique du corps, rien de plus. Sauf que si, dans mon enfance ou à un autre moment, j'ai eu des peurs ou des culpabilités, alors comme ça va plus vite, ben bien souvent, ça déraille. Et bien souvent, du coup, j'ai mon corps, plutôt mon cerveau qui est en hyper-vigilance, parce que j'ai eu des tas de trucs, ça va très très vite. Et du coup, je deviens hypersensible. Donc souvent, l'hypersensibilité peut être associée à ça.
Pas tout le temps, j'en parle pas forcément beaucoup. Mais un petit exercice qui est rigolo à faire, qu'on fait en hypnothérapie, ça va être par exemple de vous mettre à 5-6 mètres de la personne dans le cabinet et de lui demander d'accepter que vous la regardiez droit dans les yeux et que vous allez aller vers elle en ayant les bras le long du corps et vous marchez tout doucement vers elle et vous demandez simplement qu'elle aussi ait les bras le long du corps, détendus et qu'elle vous regarde et qu'elle accepte ce regard. Et que vous allez vous arrêter à 1 mètre, 1,50 m, quelque chose comme ça. Elle vous dira juste les sensations qu'elle a eues. Et vous avancez tout doucement, tout doucement. Et vous allez voir très souvent le corps qui bouge, parfois impossible de regarder, parfois des pleurs, parfois des sourires, toujours une gêne. Et en fait, en bloquant la vision, c'est-à-dire l'organe sensoriel numéro 1 de la personne qu'on a en face, eh ben, son cerveau se dit, il se passe quelque chose, quoi. C'est pas normal. Pas normal. Et souvent, la personne se rend compte qu'il y a un grand malaise. Donc là, souvent, je lui explique que voilà, vous êtes vraiment dans la sympathie, au sens premier, hein, sum pathos, avec ce que l'autre, et non pas en empathie à côté. Donc ça peut être intéressant d'apprendre à se connecter à soi, à être en soi. Et donc dans ces cas-là, quand la personne elle se rend compte que c'est pas bien, moi je le refais une deuxième fois, bien souvent. Dans cette deuxième fois, eh bien, elle ressent la même chose. C'est pas pire, c'est pas moins bien. Donc là, vous pouvez faire un truc en genre hypnose debout. Vous le prévenez, hein. Ok, donc si la personne elle est tellement pas bien qu'elle est barrée, on peut faire des trucs ultra simples, hein. Ouvrez les yeux, regardez ma main, puis ma main approche, et puis vous dites 4 fois relax, et quand ça touche, poum, vous tombez à l'intérieur. Ça, c'est un truc euh, à la Jack Queen, quand elle est vraiment un peu déstabilisée. On peut faire le Jack Queen Powerlift, on peut faire induction shadow, on peut faire un truc debout, ce qui change, et on demande au corps d'enlever les peurs, toutes les peurs qu'il y a derrière. Et parfois, on demande simplement au corps d'enlever ce qui provoque ces peurs. Alors parfois, on peut revenir sur un événement qui a été donné au premier rendez-vous. Et ça, c'est vachement intéressant. Et après, on va apprendre à la personne d'essayer de descendre son cerveau, de respirer par le ventre avec les barorécepteurs, parce que pour aller dans le sens que tu disais, dont tu parlais, Brice, tout à l'heure, tu parlais du développement phylogénétique de l'embryon. Et là, je parle devant une spécialiste, devant Corinne, mais à ma connaissance, la première partie du corps qui se développe, c'est le cœur. Et il me semble que la plus grande densité de neurones se trouve dans le cœur. Et quand on... Je ne crois pas, mais... En tout cas, c'est ce que j'avais appris. Je crois qu'il y en a des dizaines de milliers dans le cœur, des centaines de milliers dans le ventre. Dans le tube digestif, et des milliards dans le cerveau. Okay. Alors, je revérifierai ça, mais dans ce que j'avais lu et vu en formation sur la cohérence cardiaque, c'est ce qui m'avait marqué. Ce serait que la première partie qui se développe dans le corps humain, ce serait autour du cœur. Ce qui expliquerait pourquoi, même s'il y a beaucoup moins de neurones, la densité est la plus importante. Mais je regarderai. Parce que moi, je l'ai lu, je sais que je l'ai lu, mais je ne l'ai pas vérifié. Bref. En tout cas, le fait d'activer les barorécepteurs pour pouvoir bouger le cœur, se mettre dans le ventre pour être beaucoup moins sensible à ça. Ça, c'est aussi un des trucs qu'on peut s'amuser à faire. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a l'idée parfois qu'il n'y a pas un événement particulier qui explique le mal-être et la création de ce personnage, mais plutôt une ambiance. Plutôt une ambiance. Donc, ça peut être rigolo, ça peut heurter certaines croyances, hein. Parfois de demander au corps de revenir dans l'ambiance de l'enfance, par exemple. De laisser les traces de l'ambiance familiale, peut-être des agressions verbales, peut-être des mots ressortir. Et vous pouvez parfois faire ça allongé. Parfois, vous pouvez utiliser des bols tibétains. Moi, j'en ai là. Et vous les placez sur les viscères, c'est plutôt lié à l'enfance, ou plutôt même sur le thorax, qui serait lié aux 2-3 premières années de la vie, quand l'hippocampe n'est pas encore totalement formé, et que par contre, il y a une trace dans le corps. En les faisant chanter, en étant un peu en hypnose, un peu barré. Ça peut aller très très loin. L'idée générale, c'est retrouver le mouvement, retrouver un élan, enlever ce qui nous a à un moment donné figé, qui est dans le corps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais... Ah ouais, très clair.
Voilà, donc juste pour conclure, c'est un truc moi, qui m'a vraiment qui m'a marqué, qui m'a touché. Euh, L'idée qu'on a tous un personnage en soi, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment fondamentalement qui on est nous-mêmes et que ça s'est fait parce qu'on s'adapte à notre environnement, à tort ou à raison, hein. C'est tel qu'on le perçoit, ça me touche beaucoup et qu'on a plein de tensions en nous également. L'idée que certaines formes de colère réprimée, alors ça peut choquer beaucoup, hein. Derrière la colère, on peut trouver de la peur et que parfois en réprimant cette grande colère en soi, cette peur, on pourrait arriver à se déclencher des maladies. C'est intéressant. Jamais je ne dirais que je guéris, je ne guéris pas. Jamais je ne dirais, vous savez, votre lupus ou autre maladie auto-immune, on va la guérir. Mais je trouve intéressant l'idée quand même de savoir que par une forme de lâcher prise, par une forme de retourner à un mouvement intérieur, ce que nous on appelle la spontanéité, ça peut vraiment aider. Ce que nous on appelle la confiance en soi, c'est simplement la spontanéité. Si je suis confiant, eh ben, je suis spontané. Je ne m'interroge pas sur la conduite à tenir, etc. C'est la spontanéité de l'enfant et la confiance. Et s'il s'est fait gronder une fois ou deux parce que il a cassé un verre et c'était pas bien, parce que il a fait une connerie, et ben maintenant l'enfant il va se tendre, il va être comme ça et il va perdre de sa spontanéité. Ce qui est très intéressant, si on creuse encore plus loin, c'est que cette tension, eh ben, pour Bernard et pour pas mal de chercheurs, elle pourrait de plus en plus se retrouver logée dans les fascias, c'est-à-dire ces tissus conjonctifs qu'on a un peu partout. Ce qui pourrait expliquer aussi un des fondements de l'utilité de l'acupuncture. Ces fascias, donc, qui seraient notamment très nombreux dans le psoas. Le psoas qui tient le diaphragme, etc., et qui pourrait expliquer beaucoup de scoliose, beaucoup d'éléments de mauvaise posture. Parce que retrouver un mouvement dans la vie, retrouver une spontanéité, c'est retrouver une bonne position par rapport à soi-même. Et qui peuvent expliquer aussi pourquoi, par certaines autres formes de thérapie, comme le chant qui sort le diaphragme étant lié au psoas, des tas d'éléments comme le sport, etc., eh bien, on peut trouver beaucoup de bien-être. L'idée de l'hypnothérapie, c'est pas d'être dans c'est ça qui marche, c'est de montrer qu'il y a plein de choses qui marchent à partir du moment où on retrouve cet élan. Et en sexualité, notamment, c'est intéressant de voir la différence entre la sexualité pulsionnelle, vraiment, j'ai un besoin, j'ai une envie, machin, faire l'amour, et puis se laisser faire par l'amour, c'est-à-dire la rencontre des corps, et à un moment donné, c'est magique, quoi. Il y a un véritable laisser-faire et ça se passe bien. Voilà, moi je me tais. Ok, bah ouais. Voilà, donc quelques éléments, rien à voir avec ce qu'on disait la dernière fois. À titre personnel, par contre, ce que j'aime bien, quand je vois les gens me disent, là j'ai un bel exemple récemment, ah putain, ça va beaucoup mieux, eh bien, j'essaie, quand on arrive proche de la fin, qu'il y a du mieux, à aller en hypnose profonde maintenant, comme on l'avait vu la dernière fois. Et je trouve ça vachement intéressant. Et d'aller dans, je me souviens plus qu'est-ce qui avait parlé d'hypnose profonde d'ailleurs, mais et d'aller dans un moment donné vraiment le brosseau, c'est-à-dire ne rien faire. Vous allez laissez-vous transformer par l'environnement, par la bienveillance. Laissez quelque chose en vous. Alors, selon les croyances de la personne, ça peut être quelque chose de spirituel, quelque chose de chrétien, quelque chose d'énergétique, mais laissez-vous faire, laissez les choses se faire. Parfois, je raconte l'histoire vraie de Rinpoche aussi, qui marque les esprits, comme un truc qui est réel, qui est documenté et sur lequel on travaille. Voilà, je me tais parce que sinon je pourrais passer des heures. Moi, j'aime bien parler de ça. Allez-y, critiquez, hein, parce qu'il y a des vraies critiques à faire, hein. Moi, je ne suis pas un adorateur du tout. Je trouve ça vraiment chouette. Mais il y a enfin, moi, je trouve quelques vraies critiques derrière. Oui, ça change d'autres approches. Enfin, moi, je suis issu de la formation à l'Arche et dans le biais de changement, protocole d'accompagnement, il y en a un qui s'appelle négociation entre parties. Ça rejoint un peu cette méthodologie avec du signaling qu'on peut intégrer dans les doigts pour obtenir des réponses oui-non.
pour avancer justement. On parle du corps, effectivement, je parle d'une part intérieure, mais finalement, c'est juste une conceptuelle. Je pense que les mécanismes derrière sont rejoignent. De toute façon, utiliser le corps, je veux dire, beaucoup de gens l'utilisent. Hein, il n'y a pas d'exclusivité loin de là. Hein. C'est vraiment le laisser faire. Juste une question. Bon, il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit. En fait, moi, l'hypnose, je vois un peu comme une boule à facettes, c'est-à-dire il y a la transe au milieu, et puis selon la facette dans laquelle on entre, qu'on soit, j'en sais rien, ericksonien, hellmanien, hypnothérapeute, etc., on va rentrer par une facette, mais finalement, on a beaucoup de, à travers ce que tu dis, je le réinterprète dans mon esprit à travers d'autres concepts ou d'autres idées que j'ai ou d'autres pratiques que j'ai, où ça revient au même. Il y a un truc qui m'interroge, c'est qu'en fait, si j'ai bien compris, l'émotion, elle est stockée dans le corps, ça on est d'accord, ok? Donc tu vas détendre le corps, tu vas ensuite, moi ce que j'appellerais faire comme tu le sens, mais de la régression, où tu vas donner de la suggestion et tu vois ensuite comment se comporte le corps, si j'ai bien compris. D'accord? Le Ouais. but, c'est de détendre le plus progressivement. Et est-ce qu'ensuite, bon, déjà, première question, est-ce que tu as eu des abréactions dans des cas comme ça? Comment tu les gères? Parce que quand tu fais de la régression, ben, évidemment, tu vas avoir de l'abréaction, hein, et puis c'est même souhaité, et c'est même souhaitable, à mon sens. Et deuxièmement, comment ensuite tu vas, parce qu'il y a tout un travail, on va dire, en 3 temps dans la régression, c'est-à-dire tu vas trouver l'origine, tu vas avoir la libération émotionnelle, la catharsis, la réaction, mais ensuite il y a le travail qui est peut-être le plus important, ça va être on va dire le- la réinterprétation surtout, et surtout les ressources, enfin, orienter le trauma vers, si on prend par exemple l'exemple d'un trauma, vers quelque chose de positif. Et c'est là où je rejoins, moi, une approche, on va dire, très ericksonienne, c'est que l'hypnose, pour moi, c'est juste un amplificateur et un catalyseur. Un amplificateur pour amplifier la part du subconscient dans l'individu, dans son mode de fonctionnement, au niveau du corps et de l'esprit. Un catalyseur parce que ça disparaît à la fin, et le but, c'est pas qu'on soit tout le temps en transe. Là où ça me gêne dans l'hypnothérapie, c'est que je ne comprends pas bien ensuite comment tu vas aller vers la résolution de la problématique et comment tu vas donner les ressources à la personne pour qu'elle puisse réorganiser ses processus subconscients, si tu me suis. Ça, c'est très ericksonien. C'est-à-dire l'hypnose pour Erickson, c'est réorganiser les processus subconscients. C'est-à-dire, c'est un pattern qui est dysfonctionnel, tu vas l'éliminer ou bien tu vas le substituer. Voilà. Donc, techniquement et concrètement, quand par exemple tu as fait de la suggestion, enfin, moi j'appelle ça de la suggestion, tu as dit la phrase, je ne sais pas, je suis violent, tu vois la réaction du corps, etc. Et ensuite, comment est-ce que tu travailles avec le langage ou tu vas. En fait, ma question, c'est est-ce que tu vas travailler que sur le corps en te disant la symptomatique va disparaître parce que le corps a résolu de lui-même avec son intelligence, etc., du subconscient et il trouve tous les processus, ou bien est-ce qu'il va y avoir une réinterprétation soit de la part de l'opérateur, soit de la part du sujet à travers le langage? Ok, alors il y a plein de questions là-dedans. Donc, premier élément sur l'abréaction. L'abréaction, si elle arrive, c'est bingo. On ne va pas la chercher. On ne cherche pas, mais si elle se laisse trouver, d'accord, alors surtout, on va la laisser. Et on dit à la personne, on laisse. Et on la laisse faire. Et la personne, si elle est suffisamment dissociée, c'est que ça passe, et elle va se rendre compte avec étonnement que ça va passer. Et bien souvent, d'ailleurs, elle bouge dans le fauteuil. Je dis, laissez votre corps trouver la bonne position, la juste position. Votre corps va retrouver l'élan. Le corps est en train de remettre en mouvement quelque chose qui s'est bloqué. Vous n'avez rien à faire, vous laissez faire. Il y a beaucoup de silence. Là, je vais la faire en version accélérée, mais parfois ça dure 10 minutes, rien. Une fois que ça s'est calmé, je vais repartir une deuxième fois dans la même chose. C'est quand j'avais dit je suis violente, il y avait un tel interdit d'être violente que ça part. Une deuxième fois, d'ailleurs, souvent la deuxième fois est plus forte. C'est reparti. Voilà.
Si le corps est d'accord, c'est une phrase vraiment, hein, si le corps est d'accord, si le corps est OK, il va se laisser transformer par cette phrase. Il réagit à cette phrase et toutes les tensions sont. Puis si à la troisième fois, il n'y a plus rien, tant mieux. Mais la fois d'après, je vais recommencer par ça quand même. D'accord? Et c'est ça où l'expérience de neurosciences pourrait vous éclairer ou vous intéresser. Deuxième élément, sur la notion de comparatif avec l'éricksonien et les ressources. L'éricksonien, ça va être dans le faire. Je cherche à changer un comportement. Je cherche à changer le comportement, je sais pas, fumer, le comportement machin, etc. D'accord? Là, je vais être dans le faire. Dans la logique de l'éhinothérapie, si je cherche à faire quelque chose, alors je cherche en réalité à adapter le personnage. Le personnage qui repose sur des tensions. Je pense que c'est bien si ceci, c'est bien si cela. Donc, dans la logique de l'éhinothérapie, et c'est pour moi l'une des faiblesses, en tout cas par rapport à certains clients, c'est que je ne vais pas chercher à faire et à modifier un comportement, autrement dit, à changer quelque chose dans le personnage. Je vais chercher à laisser faire pour en fait que naturellement quelque chose soit en train de se défaire pour retrouver la liberté. En clair, l'idée c'est pas je fume ou je fume pas, c'est pas je suis libre de fumer ou de ne pas fumer. Ce paquet de gâteaux, je suis libre de le manger ou pas le manger. Hurler, je peux le faire ou ne pas le faire, mais c'est-à-dire que je suis dans mon corps dans une forme de maîtrise. C'est là où on rejoint le zen de Roustan. On ne va pas être dans le faire. Donc concrètement, je suis violent, hein, une fois que c'est fini, eh ben, c'est fini, il n'y a plus de réaction, ça passe. Ça passe. Et je ne vais pas du tout aller activer des ressources. Par contre, si la personne a eu à un moment donné, c'est un peu compliqué, un peu machin, on va, par exemple, après un trauma, moi j'aime bien finir en disant, bah là, je suis innocent. Et le corps s'emplit de je suis innocent ou je suis victime. Et le corps, s'il est d'accord, à faire remonter à un endroit, peut-être dans la gorge, peut-être la poitrine, peut-être dans le dos, une sensation agréable pour finir cette séance. Et ça peut être un picotement, ça peut être une caresse. Et puis cette sensation va infuser. C'est un petit baratin pour finir positivement, pour que ça soit. Mais ce qui m'a beaucoup étonné au début, ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est que les gens te disent, même s'ils ont passé un moment qui paraît pas forcément agréable, ça a bougé, eh bien, ils te disent, bah, en fait, j'étais un peu à côté, ils se sont vus comme ça. Voilà. La deuxième chose que je trouve intéressante, ils se sont vus en train de bouger, en train éventuellement de rire ou de pleurer, mais eux, ils l'ont pas forcément ressenti au fond d'eux. Ils sont vraiment à côté. Donc, pas besoin d'activer des ressources. Par contre, attention, s'il y a des gens qui sont vraiment bloqués et qui ne sentent rien, machin, alors du coup, je vais leur dire, mais vous n'y êtes pour rien. Il y a quelque chose en vous, votre cerveau contrôle, votre cerveau, il est tellement bloqué à travers le personnage qu'on va s'entraîner. Et je leur passe un petit audio qui va être simplement d'aller vers ressentir, toi, un fauteuil, ça dure 5 minutes, juste d'essayer de ressentir que face à mon corps qui pèse dans le fauteuil et la gravité qui m'attire au sol, est-ce que je suis dans la capacité de ressentir ce fauteuil qui me porte? La force du fauteuil. J'ai 4, 5, 6. Après, j'ai fait un autre petit audio où c'est. Et tout ça, c'est des idées de Bernard. Hein, c'est après, une fois que tu as fait ça, est-ce que tu peux penser à une personne que tu vois tous les jours au boulot, dans la rue, qui t'est indifférent? Qu'est-ce que ça te fait? Puis après, sentir une personne qui va mieux, que tu aimes vraiment. Qu'est-ce que ça te fait? Tu essaies de retourner dans ton corps et il a écrit un bouquin avec une quinzaine d'exercices. Moi, j'en ai maintenant une cinquantaine. À la fin, je leur donne ce que j'appelle moi des micro-pratiques à faire. Et ça peut être des micro-pratiques intellectuelles. Il y a par exemple, j'aime beaucoup sortir de son cerveau. Ne dites plus je suis angoissé ou je suis en colère. Dites mon cerveau m'envoie des signes d'angoisse, des trucs comme ça. Essayez faites de votre mieux pour changer votre vocabulaire. Il faut, je dois, prenez conscience dans les il faut, je dois. C'est une force de l'extérieur qui vient sur vous. Vous vous exercez une pression. Essayons de choisir d'autres termes comme je choisis de, je fais de mon mieux pour.
C'est moi à nouveau qui devient. Ça, c'est beaucoup plus des choses qui sont beaucoup plus dans psycho. Trouver d'autres éléments, par exemple, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Est-ce qu'on peut pas remplacer par c'est adapté ou c'est inadapté? Essayons de faire ça. Il y a plein de petites pratiques comme ça au fur et à mesure pour essayer de détendre pour enlever un peu le personnage. Il y a la mort, c'est vraiment c'est très large. Il n'y a pas que la partie hypnose. Et bien sûr, apprendre aux gens, par exemple, de se dire telle chose, bon, bah, ok, bah, je sais pas, 3-4 séances, tu peux leur apprendre, s'ils en ont envie, des éléments simples. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Ouais. Est-ce que... alors, je le vois vraiment dans la filiation... Maintenant, je le comprends mieux. C'est-à-dire, je le vois vraiment dans la filiation de Roustan. Exactement. Sauf que Roustan avait au démarrage une idée liée à la philosophie. Ouais, tout à fait. Hein, Roustan, je ne sais pas si vous savez, mais il était directeur d'une publication de philosophie. Oui, puis il était jésuite aussi. Hein. Il a été à la base jésuite, psychanalyste, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup dans l'intellect, mais il a aussi changé radicalement sa cutie en étant quelqu'un, tu en as même parlé la dernière fois, qui, à la fin de sa vie, quand il recevait les gens, c'était « Ok, asseyez-vous là. Allez-y. » Et c'est parti. Il n'y avait même pas d'induction au sens formel, de confusion, rien. Bien. Bernard, il avait déjà fait ses travaux sur les neurosciences, il avait déjà sa notion de grabouillis, il avait déjà cette idée que la compréhension... Quand un jour, il a entendu parler de l'élan, de ce mouvement par Roustan, et c'est là qu'ils se sont rejoints. Et que Sennheiser donc, est devenu l'élève de Roustan. En fait, ils sont arrivés à une conclusion similaire par différents biais. D'un point de vue, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, un truc qui me semble intéressant, c'est que tel que je le vois, tu vois, quand j'explique l'auto-hypnose à mes élèves, je leur dis, voilà, vous avez votre conscient, il est là, votre subconscient, il est là. Et en fait, dans votre vie, c'est un peu le bordel, parce que c'est un peu comme ça. Et en fait, l'hypnose, ça va vous permettre de travailler ici, ça va vous permettre de travailler là, de façon à pouvoir harmoniser les deux. Et le but, pour moi, la transe, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un outil de travail, mais le but, c'est quand même l'harmonisation aussi bien, on va dire, du conscient, du subconscient, du corps, de l'esprit, et aussi bien des fonctions émotionnelles que des fonctions de langage. Et je vais te dire ce à quoi ça m'a fait penser. Il y a, je sais pas, il y a un mois, j'avais lu le bouquin. Est-ce que quelqu'un connaît Bessel van der Kolk? Je vous envoie le nom parce que c'est un nom à coucher dehors. C'est un mec qui a. Alors, il est d'origine, je crois, danoise ou un truc comme ça. C'est le pape des PTSD, justement, aux États-Unis depuis 40 ans. Il avait commencé tous ses travaux sur les soldats, les vétérans de la guerre du Vietnam. Et c'est un mec qui non seulement est psychiatre, qui fait de l'hypnose, etc., qui a expérimenté plein de trucs, des trucs un peu foufou, hein, aussi bien des trucs très spiritualistes, du yoga, des machins, etc., que même du LSD, des drogues. Enfin, il a vraiment un peu tout essayé pour traiter ça. Et ensuite, quand il y a eu l'avènement des neurosciences et surtout en fait de l'imagerie fonctionnelle, il a montré quelque chose de très très intéressant. Il a montré que grosso modo, le trauma, il est inscrit dans la mémoire neuronale. Tu mets la personne en hypnose, tu lui fais de la régression, tu l'amènes à ce qu'on appelle en hypnose hellmanienne de l'EIS, c'est-à-dire à l'événement initial sensibilisant. Qu'entre guillemets, toi, tu désensibilises en faisant de la répétition de suggestion après, c'est un peu l'idée que j'en ai. Et qu'est-ce qui se passe? L'imagerie cérébrale à ce moment-là montre que, en fait, le trauma est toujours présent dans l'imagerie cérébrale et il y a deux zones qui sont désactivées. Et tu sais lesquelles c'est? Le langage et aussi toutes les zones d'analyse, perception de soi, etc. On va dire. Et en fait, le tout premier à avoir tout expliqué et avoir tout compris du trauma, c'est, est-ce que vous savez qui c'est? C'est Pierre Janet, en fait. Pierre Janet, j'allais dire, ouais. Bien sûr.
Pierre Janet, c'est le pape de la... Enfin, aux États-Unis, c'est une sommité mondiale, tu vois. Je veux dire, Pierre Janet, c'est... Et en fait, il a appelé ça une maladie de présentification. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si, grosso modo, dans la vie, ton cerveau, il est prévu pour absorber du stress, du trauma, etc. Mais ensuite, tu as une évolution, on va dire, des cycles, mort, renaissance, etc., des cycles en fait de deuil ou de transformation du trauma pour l'intégrer, le digérer, entre guillemets, au niveau de ton corps, mais même au niveau de ton cerveau. Et en fait, c'est comme si ton cerveau, il était bloqué à un moment où il y a eu un tel impact émotionnel que du coup, et c'est là où je veux en venir, le cortex, les aires de fonction du langage, les aires aussi de fonction de la représentation spatio-temporelle, les aires de l'analyse, etc., n'ont pas pu s'activer parce que la personne n'avait peut-être pas les ressources. Et c'est pour ça que dans les gestions du trauma qu'il fait, souvent, il va utiliser l'hypnose, il va utiliser de la drogue, il va utiliser du yoga, il va utiliser plein de techniques pour accéder en fait au subconscient, etc. Mais il va souvent dire, en fait, il va falloir C'était un peu le sens de ma question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une réinterprétation de l'événement traumatique? Voilà. Pour faire réactiver ces aires du langage et faire que quelque chose qui était comme figé au niveau neuronal puisse ensuite être digéré parce qu'il y a une réinterprétation aussi des centres supérieurs. Et je veux dire par là, c'est que le subconscient, c'est le corps, c'est l'esprit, mais c'est aussi, quelque part aussi, on a à mon sens, le néocortex, c'est l'intégralité, tu vois ce que je veux dire, du fonctionnement qui permet d'accéder au langage, et c'est le langage aussi qui donne les clés, alors il y a le corps évidemment, mais qui donne aussi les clés de la thérapeutique, à mon sens. Donc c'est peut-être un peu, comment dire, un peu fouillis ce que je dis, mais à mon sens, l'idée que j'en ai, c'est que finalement, c'est Pavlov, hein, le tout premier qui avait montré ça. Moi, j'avais beaucoup bossé sur l'hypnose russe, etc., que le mot, il a un pouvoir créateur sur le plan psychologique et sur le plan physiologique au niveau de l'individu. Et il a un pouvoir créateur à partir du moment où on active la volonté et l'imagination. Donc, on va dire le cerveau gauche, le cerveau droit, enfin le conscient, le subconscient. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en activant ce pouvoir créateur, il y a des transformations, il y a de la création, il y a des transformations et il y a de l'évolution qui peut se produire. Et je pensais à un truc, je me disais en fait, à partir du moment où tu arrives à refaire fonctionner, alors toi, tu appelles ça de la détente ou je ne sais pas, l'expression du truc, etc., bah, ça remet des schémas neuronaux, enfin, ça remet des connexions, etc. Et il y a une réinterprétation de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, bah, le trauma, il peut être digéré, il peut être évacué, quoi. Voilà, enfin, c'est un peu l'idée que j'en ai, ça m'a fait penser à ça par rapport à... Et ah oui, et en même temps, un truc qui était vachement intéressant, c'est que Janet, il disait, dans le trauma, il y a un affaiblissement. Alors, Janet, c'est toujours un peu un style vieille époque, mais il disait, il y a un affaiblissement, un affaiblissement du soi. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant parce que il disait c'est la porte ouverte, ensuite il disait à la mélancolie, bon maintenant on parlerait de dépression, etc., l'affaiblissement du soi. Et dans les années 50, en hypnose médicale, il y a eu un grand monsieur qui s'appelait John Hartland. Souvent on lit le Hartland Medical Hypnosis, qui est un peu là, un vieux bouquin d'hypnose, qui est un truc de dingue parce qu'il avait développé un truc qu'on appelait le ego strengthening, c'est-à-dire le renforcement. Alors, de l'ego, c'est une mauvaise traduction, mais on va dire le renforcement du soi. Et pour comprendre, je vous la fais courte pour ne pas empiéter sur les autres interventions, mais Hartland, c'était un médecin qui était situé dans une banlieue londonienne, ouvrière, etc. Il avait plein de patients, et lui, c'est un passionné d'hypnose, il a vraiment appris l'hypnose médicale de façon très, très, très classique, très traditionnelle. Et comme il n'avait pas le temps de traiter la symptomatique de ses patients en faisant de l'hypnoanalyse, en faisant de la régression, des trucs qui prendraient trop de temps en hypnose, il les mettait en hypnose rapidement, un peu comme Liébo d'ailleurs, ça vient beaucoup de l'école de Nancy, et il ne faisait que des suggestions générales.
vous allez mieux, vous allez avoir confiance en vous, tout circule bien, aussi bien au niveau du corps que de l'esprit. Et ça, c'est vraiment une thérapeutique qu'on appelle les ego strengthening en thérapie. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des résultats incroyables. Et juste en redonnant les processus de confiance en soi au niveau du subconscient et puis ensuite au niveau du cortex, si tu veux, tu recréais une mécanique et finalement, c'était la mécanique qui se réactivait et qui permettait de résoudre les problématiques. Et son bouquin, son bouquin qui est vraiment la référence en hypnose médicale, traite énormément de psychosomatique, hein, beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant aujourd'hui, hein, tu vois. Donc voilà, ça me faisait penser à plein de trucs très différents. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est enfin moi je vois le lien entre plein de techniques ou plein de philosophies de l'hypnose que j'aime bien, quoi. Voilà, j'ai trop parlé. Ouais, ce qui est super, c'est que quand tu dis, ah ouais, tu décris les mécanismes cérébraux en hypnothérapie, on parle de remise en marche du mouvement, on parle de retrouver l'élan, on parle de débloquer ce qui était figé, ce qui revient à réinterpréter ce que tu dis. Et puis tout à l'heure, je disais que la confiance en soi, c'est-à-dire le fait d'agir naturellement, eh bien, était souvent bloqué, en particulier par la culpabilité, par le personnage. Eh ben, c'est exactement ce que tu dis, en fait, par le petit soi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de liens. C'est pour ça que j'avais commencé cette introduction avec cette citation de Gilles Deleuze qui m'avait beaucoup marqué. Euh, J'enseigne ce que je cherche. Là, si je l'adapte, c'est je partage ce que je cherche, d'accord. Je trouve rien, je suis en train de chercher, ça me plaît beaucoup, c'est très, 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 très vaste, comme je trouve la hypnothérapie, il y a vraiment énormément de choses à voir. Après, si je mets avec mon petit recul, parce que vraiment, moi, j'en suis qu'au tout début, hein, je trouve ça vraiment top, mais ce que je vois en frein, c'est par exemple une interrogation sur le traitement de la douleur. C'est pour ça que la première fois, quand on avait tous discuté, là, j'avais dit, bah, moi, c'est un truc, j'aimerais bien avancer plus là-dessus, parce que même si je crois que médicalement, la douleur est une émotion, euh, c'est pas en recherchant l'être profond qu'on va facilement enlever la douleur. Je sais que quand on est vraiment dans l'instant présent, on enlève, mais moi, je me sens pas hyper à l'aise avec le traitement de la douleur. Et je trouve que l'hypnothérapie me paraît pas super adaptée à ça. Deuxième élément, dans tout ce qui va être comportemental, hein, ce qu'on fait sur l'Erickson, bah, c'est pareil. Celui qui veut et qui souhaite arrêter de fumer, enlever l'addiction à l'alcool ou les pulsions de bouffe, ça va être une voie dérivée. C'est-à-dire retrouver ça va être la conséquence de retrouver sa véritable personne va entraîner la baisse des pulsions. Mais pour certaines personnes, dire bah là, on va se faire 2 ou 3 ou 4 séances histoire de diminuer tout ça, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc moi, par exemple, en pratique, je mélange les deux. C'est Eino et Ericksonien. Voilà. Par contre, tout ce qui va être, je trouve, angoisse au sens large, sommeil, etc., tout ce qui va être trauma, tout ce qui va être lié aux peurs, à culpabilité, ça, je trouve que ça marche vraiment bien. Il y a des choses encore vraiment à travailler et à voir derrière. J'en suis qu'au tout début. Ça me plaît beaucoup, mais je vous en reparlerai dans quelques temps. Vous avez d'autres? Ouais, j'allais poser ta question tout à l'heure de Brice, je n'avais pas compris le processus qui était mis en place une fois qu'on avait retrouvé l'émotion ou en tout cas les réactions du corps. Je n'avais pas capté les processus derrière. Et finalement, ce que j'ai compris, tu me diras, Richard, si ça rejoint ça, c'est que en hypnothérapie, vous ne cherchez pas forcément à faire, justement, ouais, comme tu disais bien. Est-ce que ce serait plutôt une forme d'acceptation que vous cherchez? Acceptation du corps, acceptation des émotions, acceptation de je sais quoi, qui permet justement derrière de tout laisser faire, de ne plus être en lutte contre quelque chose, d'accepter comme c'est pour que ça puisse se mettre en place, pour qu'il puisse y avoir un nouveau du mouvement, dans n'importe quel sens d'ailleurs, hein, mais justement pour repermettre ce mouvement, de faire en sorte que ce soit plus figé et que le fait d'accepter, peu importe ce qu'on peut mettre derrière le mot accepter, de faire en sorte qu'il y ait du mouvement possible. Est-ce que c'est dans cet esprit-là?
Alors, oui et non. Le fait d'abandonner la lutte, ça me plaît beaucoup. D'arrêter de lutter, d'arrêter de se battre. Se lutter, c'est se tendre. Et déjà, venir avec je veux arrêter de fumer, je veux ceci, je veux cela, c'est déjà une pression. Donc, dans ce cadre-là, tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi. Arrêtez de lutter. Soyons d'être dans une forme d'acceptation, de voir le monde tel qu'il est, de ne pas vivre dans une réalité parallèle. Ah, tu vois, si elle n'était pas partie, ma femme, je ne serais pas comme ça. Si elle était, elle est partie. C'est aussi le sens assez roustant. Vous êtes assis dans ce fauteuil. C'est là, c'est présentement. D'accord? Donc là, dans ce sens-là, je serais totalement d'accord avec toi. En même temps, il y a aussi, je dirais plutôt, c'est une valse à deux temps. Il y a aussi parfois du faire pour se laisser faire. Je vais faire un peu d'auto-hypnose pour que mon corps se laisse faire. Je vais faire un petit changement de vocabulaire. Je vais m'interroger quand même sur tous mes mots que je sais bien, c'est pas bien. Non, est-ce que c'est pas adapté ou inadapté? Est-ce que je vais essayer de me réétonner, de me réenchanter? Tu vois, je vais faire certaines choses. Moi, j'aime bien un exercice qui ressemble à de l'auto-hypnose que j'ai emprunté, et Sandrine sera content, à Antoine Garnier, le marcheur ébahi. Tu vois, cette idée d'être à un moment donné dans la forêt, dans un parc, un truc comme ça, de fixer au loin un arbre, ça, et de marcher tout doucement en regardant ça et en prenant conscience qu'en regardant ce point devant soi, on est hyper attentif au son, aux couleurs, aux mouvements, beaucoup plus attentif quand en fait on marche doucement vers un point à ce qui se passe à côté que quand on est à l'état normal. C'est une forme de centrage, de connexion à soi. Donc c'est vraiment, il y a aussi du faire pour se laisser faire. Je vais aussi pratiquer, tu vois, essayer de descendre mon cerveau, respirer par le ventre pour pouvoir justement être moins perméable, moins poreux aux émotions des autres. Et ça va redevenir naturel, comme un bébé. Je fais pour pouvoir me laisser faire. Je ne sais pas si je suis clair là-dedans. Et si j'arrête la lutte, alors oui, l'idée c'est d'essayer de ne pas faire d'efforts, de procéder quand même à un changement, parce qu'il faut forcément faire l'expérience de quelque chose pour aller mieux. C'est l'idée du toboggan. Un gamin, il a peur d'aller en haut du toboggan. Il a peur. Bah, n'empêche que tant qu'il n'aura pas fait l'expérience du toboggan, il aura peur. Puis dès qu'il aura fait l'expérience, le corps verra, bah, c'est génial, il n'a plus peur. Et en fait, quand on lui dit, bah, tiens, tu retournes dans ta maison qui a brûlé et tu ressens ton corps, et tu laisses ton corps faire, bah, en fait, tu ressens, tu as à nouveau l'expérience et tu laisses aller. Je ne sais pas si c'est clair, mais… Moi, je voulais savoir, quid de la thérapie avec les enfants dans des cas comme ça? Parce qu'en fait, je vois, enfin, je saisis le sens de la démarche, tu vois. Moi, voilà, je la relis par rapport à Roustan. Je vois aussi une démarche un peu plus, entre guillemets, orientalisante avec le présent, la présence à soi, etc. Après, je me demande déjà, pour une problématique, alors, technique, vraiment purement matérielle et technique, combien de séances il te faut, par exemple, quand un patient vient avec une problématique, genre une phobie, dans un cadre où tu vas utiliser cette technique-là. Et enfin, avec les enfants, comment tu vas l'approcher? Parce que les enfants… Vas-y, si ça te… Alors, très bonne question, au pluriel. Alors, avec les enfants, moi, je vais beaucoup jouer sur la déculpabilisation. Donc, pour être honnête avec toi, ça fait que quelques mois que je travaille comme ça avec les enfants. Je vais beaucoup déculpabiliser. Ta façon de donner est bonne. Ta façon d'être est bonne. Je vais vraiment, consciemment, hein, vraiment expliquer ça, que tout ce que tu fais, c'est intéressant, c'est positif. Il y a des moments, peut-être que papa ou maman sont pas, pour des raisons qui leur sont, on va dire, indépendants de leur monde, ils sont pas capables d'accueillir ta spontanéité. Mais ta spontanéité, elle est naturellement bonne. C'est bien ce que tu fais. Toi, tu es quelqu'un de bien. Maintenant,
une fois qu'on a dit que tu es quelqu'un de bien, eh bien, il y a certainement eu des changements depuis quelque temps. Et là, il va te dire, ah, les changements, oui, bah oui, machin, papa, il dit que je crie trop, etc. Super. Alors, on va proposer de laisser le corps revenir dans une forme de spontanéité. De spontanéité, tout en expliquant au gamin que sa façon de faire, elle est bonne. Par contre, ce serait bien qu'elle soit plus adaptée. C'est vrai que c'est vraiment important aux parents. C'est important pour les parents, moi, je trouve, toutes ces notions de peur et de culpabilité dans les clés qu'on peut leur donner pour l'éducation, en fait. Sans même rentrer dans la thérapie, mais quand on leur livre quelques clés sur la peur et le fait que la peur, c'est le contraire de l'adaptation et que l'enfant s'adapte avec son corps et que quand il a peur, il ne s'adapte plus, donc il développe des symptômes et que l'enfant, c'est un corps essentiellement, hein, quand il est tout petit, surtout jusqu'à 2-3 ans. Et la culpabilité. Et si on arrive à faire comprendre aux parents qu'il ne faut pas jouer sur la peur et la culpabilité pour éduquer un enfant, ben déjà, il va beaucoup mieux, l'enfant, sans faire de thérapie, quoi. Ah. Quand on donne des clés comme ça aux parents sur la peur et la culpabilité, qui vont être les fondements de la construction du personnage, et ça va permettre peut-être aux enfants de ne pas se construire un personnage trop, trop loin de ce qu'ils sont vraiment, quoi. Et sans faire de thérapie, en donnant les clés aux parents quand même, qu'ils comprennent ça, parce qu'ils ont des croyances et des héritages, on débloque pas mal de situations, hein, sans faire de thérapie, je trouve. Je trouve que ces notions de peur et de culpabilité, c'est vraiment... C'est vraiment fondamental et c'est simple et c'est facile à comprendre pour les gens d'expliquer ça. Puisque la peur est le contraire du système d'adaptation qui est le premier à se mettre en place, et puis la culpabilité, ça bloque les systèmes d'apprentissage, en fait. Je suis tombée, c'est parce que je suis nulle, voilà, c'est la culpabilité qui se met en place, et puis quand on fait peur à un enfant, ben, c'est son adaptation qui est bloquée. Quand l'ambiance n'est pas bonne à la maison chez le tout petit, sa mère qui est déprimée, les parents qui se crient dessus, voilà, l'enfant il a peur et il bloque son système d'adaptation. Donc il va avoir des problèmes psychomoteurs quand il est tout petit et puis des problèmes d'apprentissage en grandissant, plus la construction du personnage. Et voilà comment on fait rentrer les enfants dans les problèmes, quoi, par l'éducation. Donc c'est vrai qu'au quotidien, moi en pédiatrie, depuis que je connais tout ça, c'est vrai que ça me permet d'aider les parents et c'est bien de pouvoir leur expliquer de ne pas jouer sur la peur et la culpabilité quand on accompagne un enfant, quoi. Ce qu'on fait tout le temps, hein, ce qu'on a hérité ancestralement, hein, depuis des milliards d'années. Et qu'il faut arrêter de faire ça. Saint Augustin, qui nous a au 3e siècle, au 4e siècle, en 300 de brouettes, parlé du péché originel. Alors, dans fait de jeu, hop là, allez. En pratique, un truc qui est pas mal, c'est en séance, par exemple, à un enfant, de lui mettre une main ici, une main là, d'accord, donc front et occiput, comme ça. Puis faire un petit mouvement, tu le mets debout, par exemple, s'il aime bien, ou assis, hein, et puis il se calme comme ça, puis après, il laisse les yeux se fermer. Voilà, simplement, donc il y a la chaleur, il y a le petit mouvement, et puis lui demander, éventuellement, même tu prends une main et il va vite être en catalepsie, hein, de laisser les tensions de la journée partir. Et ça, tu vas le montrer en fin de séance et tu vas demander aux parents tous les soirs de faire 2 minutes comme ça avec l'enfant si on a envie. Donc tous les soirs, il y a un petit rituel comme ça, il est assis dans son lit ou pas. Voilà. Donc imaginons un petit enfant qui s'appelle Jérémy. Eh bien voilà, Jérémy, si tu es d'accord, laisse simplement ton corps eh bien, sortir toutes les tensions qu'il a accumulées aujourd'hui. Tu as la main qui descend pas, peu importe. Voilà, tu laisses faire. Et ça, c'est un petit rituel qui est sympa. C'est sympa, ça donne déjà une notion d'amour. Il y a du toucher, il y a des ritualisations, etc. Et puis il y a une notion qui rappelle éventuellement ce qu'on a pu faire au cabinet on a travaillé une disparition des tensions. Parce que je sais, moi, maintenant, en tant qu'enfant, que ma façon de donner,
elle n'est peut-être pas adaptée, mais sur le fond, elle est bonne. Sur le fond, je ne suis pas un monstre. Sur le fond, je ne suis pas inadapté, je ne suis pas nul. Je ne suis pas malade. Éventuellement, je suis maladroit. Ça, c'est intéressant. Là, depuis une semaine, alors c'est trop tôt pour vous en parler, mais je vous le dis quand même, j'ai acheté une baguette comme ça, qui est une baguette magique. D'accord? Et ceux qui ont déjà vu 2 fois, qui peuvent partir vite en hypnose, hop, c'est ce que Brosso appelle les nano-inductions. Je ne sais pas si vous connaissez. Nano comme nanoseconde, hyper rapide. Hop, le gamin, donc on tient la règle au-dessus, enfin, donc la baguette magique. Et puis, on dit, allez, je vais compter jusqu'à 3. À 3, je vais lâcher. Et quand je vais lâcher, tac, toi, tu serres la baguette, tu fermes les yeux et tu prononces et je pars en hypnose, simplement. Clac. Et le gamin, il prend un espèce de réflexe, il connaît l'état. C'est hyper rapide, ça prend 3 secondes. Et si tu peux le faire à la maison, c'est comme un jeu. Et pareil, hop là, voilà, je pars en hypnose. Et puis, je laisse soit les tensions partir, soit je laisse, alors tu t'adaptes à l'âge de l'enfant, un mouvement se crée. Ça, c'est rigolo aussi. Simplement, un clac comme ça. Il y a des jeux. Voilà. Après, ça va dépendre de ce que veulent faire les enfants, hein, pourquoi ils sont là. Hein. Si c'est pour un pipi, il y a une peur derrière, on va essayer de voir la peur, etc. Après, tu me dis les phobies, combien de temps ça prend une phobie, bah, ça va dépendre. Parfois, c'est hyper rapide. Parfois, en 1 ou 2 séances, c'est parti. Parfois, il en faut 3, 4. Je leur dis, je ne sais pas. L'idée, c'est que ce soit une pulsion de l'éinothérapie, hein, que ce soit une pulsion qui ne se remette pas par ailleurs. C'est une baisse générale des tensions. Est-ce que voilà, c'est bon. Est-ce que, question pour Sandrine, est-ce que toi, dans ta pratique de l'EMDR, tu vois des ponts par rapport à la technique et puis la philosophie aussi, dans le sens de l'émotion, du trauma stocké dans le corps et qui ensuite va se libérer en fonction de l'induction. Enfin, pour moi, l'EMDR, c'est une induction. Hein, Oui, je vois des ponts surtout dans ce que tu expliquais, parce que dans ma formation, on dit que le trauma va venir s'encapsuler dans la partie intermédiaire du cerveau. On dit que c'est dans l'amygdale. Donc, ça va faire comme un encodage, quelque chose qui s'est engrammé dans cette partie intermédiaire du cerveau. Et donc, quand cette partie intermédiaire du cerveau qui est chargée d'enregistrer chacun des paramètres du trauma va se retrouver confronté à un des paramètres du traumatisme dans ce qu'il aura enregistré au travers des 5 sens, la vue, le toucher, l'ouïe, etc. Et qu'on dit que cette partie intermédiaire du cerveau est toujours dans le présent, ça va réactiver le trauma. Et à ce moment-là, ça va bloquer l'accès au cortex, à nos ressources, à nos compétences, à nos savoir-faire, et ça va nous mettre dans 3 postures possibles, la sidération, la fuite ou l'attaque. Et donc, par le fait de faire des mouvements oculaires, on dit que ça désencapsule ce trauma, ou on peut même, j'ai trouvé même des notions de nanotrauma, on n'est pas obligé d'avoir été victime d'un attentat pour avoir des choses comme ça qui se sont engrammées dans notre cerveau intermédiaire et qui génèrent des postures en dehors de notre comportement rationnel. Et donc, le fait de générer des mouvements oculaires que nous sommes censés faire à chaque phase de sommeil paradoxal toutes les nuits, et ça part de cette hypothèse qui dit que toutes les nuits, quand nous dormons, nous faisons des mouvements oculaires qui font que les informations sensorielles et émotionnelles qui se sont stagnées dans notre cerveau intermédiaire remontent dans le cortex, le cerveau rationnel. Ça vient séparer l'information de l'émotion. Et c'est pour ça que le lendemain matin, on a une autre vision des choses et qu'on peut dire que la nuit porte conseil et que ça a pour fonction, en fait, de remettre l'information dans notre objectivité,
là où elle était encapsulée dans la partie la plus subjective de nous-mêmes, c'est-à-dire la partie émotionnelle. D'où l'intérêt, donc c'est pour ça que moi avec ma barre lumineuse, donc je fais en même temps ces mouvements oculaires et en même temps j'envoie euh, les suggestions suivantes que finalement l'information se déplace justement comme une métaphore, exactement le schéma que je le présente sous forme de métaphore et que l'information qui était encapsulée, engrammée dans la partie émotionnelle, et bien finalement s'est déplacée et vient d'être traitée par la partie la plus compétente de moi-même, mes valeurs, mes besoins, mes connaissances, mes compétences, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ça se rejoint aussi de cette manière-là. Avec dans le protocole la question qu'est-ce que ça fait dans ton corps aussi. Quand on évoque le trauma, ça se passe où dans le corps? Donc on passe aussi par le corps. Ben, ça se passe plutôt dans mon ventre, plutôt dans ma poitrine. D'accord, ok. Voilà. Et donc à la fin, normalement, ben, il n'y a plus cette chose-là dans le corps. Et ça fait partie des indices de libération émotionnelle. Par le traitement de l'information par une autre partie de notre cerveau. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Richard? Ou est-ce qu'on en reste là pour Je ce voulais soir? juste rajouter, ouais, pour parler de Garnier, parce que d'Antoine Garnier et Richard l'a évoqué, sur la confiance. Et moi, je trouve que Antoine Garnier dit quelque chose qui aide énormément, surtout dans l'accompagnement. Les gens, ils viennent souvent nous dire, j'ai pas confiance en moi, etc. Et donc, lui, il résume avec la phrase suivante que je trouve vraiment très aidante. Pour lui, l'absence de confiance, c'est la présence de peur, de crainte et de doute, de peur et de doute. Et donc, en effet, si on vient enlever, et donc par le MDR notamment, ou par plusieurs techniques, les peurs et les doutes, eh bien, on retrouve la confiance et les ressources. Donc, c'est beaucoup plus facile pour travailler sur la confiance, non pas d'essayer de valoriser, de remonter une confiance, mais plutôt d'éloigner les craintes et les doutes. Ça, c'est vraiment important. Ben là, ça rejoint beaucoup. Hein. Enlever ce qui bloque et retrouver Voilà. cette spontanéité. Hein, c'est marrant. Ouais. Parce qu'on part du principe que la confiance, elle est là, elle est livrée en fait à la naissance. Parce que si on n'est pas conscience, en effet, donc ça c'est ericksonien, on ne marcherait pas, par exemple. Le bébé ne doute pas qu'un jour il va marcher, on ne lui apprend pas à marcher. Il sait, il peut tomber et se relever 200 fois, il sait qu'il va marcher. La confiance, elle est livrée. Si on part de cette hypothèse, la confiance, elle est livrée à la naissance. Après, c'est juste l'accès qui est encombré. Et donc, en libérant l'accès, forcément, la confiance qui est supposée être là dès le départ émerge. Juste pour aller dans ce sens-là, le bouquin que je citais, Medical Hypnosis de Heartland, bon, ça c'est vraiment un classique, vous le trouvez en PDF partout, libre. Cette année vient de sortir chez Sadas, donc on va dire 70 ans après, on est en train de redécouvrir, on va dire l'eau tiède, le renforcement du moi en hypnose. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toutes les techniques de Heartland qui sont très, très, très bien décrites. Et on peut faire, on va dire, c'est un petit bouquin de 200 pages, mais pour montrer que donner confiance, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la simple suggestion verbale et surtout qu'il y a des implications au niveau psychosomatique qui peuvent être phénoménales, quoi. Donc, ça, c'est un bouquin il n'y a pas beaucoup de bouquins intéressants qui sortent en hypnose, je trouve, ces dernières années. Mais ça, par contre, c'est intéressant parce que ça fait vraiment découvrir toute une thérapeutique. L'ego strengthening aux États-Unis, c'est vraiment un grand classique comme la régression, comme les parts thérapie, comme c'est vraiment une technique en soi d'hypnose et qui est simple en plus parce que c'est de la suggestion directe. Il n'y a pas de l'hypnoanalyse, il n'y a pas du signaling, il n'y a pas de. Enfin, c'est vraiment la technique la plus simple. Et ce bouquin est très bien fait. C'est édition Satas, là où il y a pas mal de bouquins en langue française qui sortent. Vas-y, répète le titre. Alors attends, je crois que c'est. Attends, je vais te le mettre. Le renforcement du moi en hypnose, ou technique.
Attends. Ouais, c'est ça. Le renforcement du... Je vous envoie la page. Le renforcement du moi en hypnose, c'est ça. Il est bien, et puis surtout, il n'y a que des scripts. Je veux dire, moi, j'aime pas les bouquins trop théoriques. Et là, du coup, tu as, je sais pas, plein. Après, une fois que tu as compris le principe, tu brodes, hein, mais c'est un truc qui est vraiment efficace. Je pense que. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interventions, d'autres trucs? On va peut-être. Un grand merci à Richard. Je veux juste dire, rajouter un Ouais. élément en 20 secondes. Bien sûr. C'est Chloé qui en avait parlé, mais j'en ai eu confirmation que, en fait, dans l'hypnothérapie telle qu'elle est présentée là, c'est-à-dire aller vers le corps pour soigner des éléments, on va dire, d'ordre psychologique, psychique, etc., on va retrouver une des intuitions ou un des souhaits initiaux de Caicedo. Voilà, je ferme la parenthèse. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un truc sur la sophro, parce qu'il y a des trucs. Enfin, sur la sophro caïcédienne primitive, il y a des choses assez phénoménales. On s'arrête là pour ce soir? Ça me paraît bien. Un grand merci à Richard pour sa présentation. Ça y est, c'est fait. À vous maintenant. Ouais. Alors, qui s'y colle entre guillemets la prochaine fois? Bon, on n'est pas trop nombreux ce soir, donc ça limite le choix. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des trucs que soit vous voudriez traiter vous-même, soit vous voudriez voir traiter? La parole circule. Moi, j'en avais déjà parlé, donc je le dis, c'est tout ce qui est sur le traitement de la douleur. Ok. Alors, moi, j'ai eu 3 idées, je vous les cite. J'ai fait un séminaire en septembre, un week-end de séminaire avec l'IMDHA, donc Société médicale d'hypnose, machin, etc. C'est un truc complètement barré sur l'hypnose spiritualiste, les régressions en vie antérieure, les projections astrales, les EMDI, les EMI, enfin voilà, donc j'ai découvert, bon, enfin, je connaissais pas mal de trucs, mais aux États-Unis, il y a quand même une branche, surtout dans la culture anglo-saxonne, une branche très, très, très active dans le domaine de la thérapie, dans ce domaine-là. Voilà, donc soit je peux vous faire un compte-rendu un peu de ce que j'ai entendu, avec des exercices, de trucs un peu foufou, quoi. Mais sachant que l'intérêt, il est thérapeutique, hein. Voilà. C'est de l'hypnose thérapeutique, hein. Mais le référentiel, c'est un référentiel spirituel. C'est-à-dire, au lieu que ta main, t'as plus mal, elle guérit, ben là, c'est selon tes croyances, Jésus-Christ qui arrive dans ta main, la lumière divine, le crystal power, tout ce que tu veux, quoi. Donc, c'est un peu foufou, ça peut être marrant. Moi, je suis open, et puis ce qui est intéressant, c'est surtout de comprendre en fait comment ça fonctionne, parce que c'est de la technique, hein, principalement, et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et au-delà de l'aspect du référentiel purement ésotérique, spiritualiste, comment fonctionnent aussi les croyances et quels sont leurs rôles dans la guérison. Voilà. Et les croyances, ce n'est pas que les croyances spirituelles, c'est vraiment le degré de certitude qu'on a en nos pensées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de neurosciences derrière aussi, c'est pour ça que je pense à toi. Et surtout, ça rejoint vraiment, ça boucle un peu la boucle de l'histoire de l'hypnose, parce que ça rejoint le fonctionnement, on va dire, du prêtre guérisseur. Voilà. Donc j'avais ça comme idée, parce que ça, je l'avais fait en septembre. Après, je peux vous faire un truc sur la douleur, mais par contre, c'est gros morceaux. Donc, une demi-heure sur la douleur, c'est vraiment effleurer quelques petits trucs, mais pourquoi pas. Et après, moi, j'avais proposé un petit truc historique un soir sur Hénin de Cubillers. Voilà, il y a mon bouquin là qui va sortir, je pense, je croise les doigts à Noël. Et dans le panthéon un peu des personnages un peu dingos de l'histoire de l'hypnose, il y a ce bonhomme là qui est vraiment, à mon sens, le grand génie de l'hypnose du 18e. Et je voulais vous faire partager un peu
pas tellement son histoire, parce qu'il a une histoire assez classique, mais surtout ses théories et ses pratiques. Parce qu'alors là, c'est waouh, un mec qui avait 300 ans d'avance, quoi. Donc voilà, donc je ne sais pas s'il y a une des trois qui vous plaît, soit le spirituel, la douleur ou Enan Villers. Voilà. Après, si vous avez d'autres sujets, moi je suis preneur de MDR, de choses que je ne fais pas, des trucs, je ne sais pas, ou Jérémy, si tu vois des trucs, ou Corinne, ça y se dit, Chloé. Moi, je suis d'accord pour Pour le sujet numéro 1. sur l'hypnose spiritualiste? Ouais. Ouais, si vous voulez. Oui, moi aussi, c'est des territoires que j'aime bien. Je commence à explorer un petit peu avec le supraconscient. Là, il y a une hypnotiseuse américaine, supraconscient. Elle s'adresse au supraconscient. Unconscious Mind de Inès Simpson. C'est ça, voilà. Donc, ouais, j'aime bien aller sur des territoires comme ça, parce que même si on n'y va pas complètement, ça peut toujours être des métaphores qui peuvent être intéressantes en séance, de toute façon, et qui s'adapteront forcément à la croyance de l'interlocuteur. On parle là-dessus? Ça va, ça. Allez, je vous ferai donc, moi de toute façon, alors bon, je vous ferai vraiment un compte rendu court parce que c'était 2 fois 8 heures de formation. Mais surtout, je vous ferai les techniques et à la limite, je vous enverrai, alors c'est en anglais, mais je vous le traduirai ou je vous l'enverrai en script, etc. De plein de techniques comme ça qui étaient sympas. Et ça fait un pont, il y avait pas mal de trucs aussi de PNL, donc ça vous intéresse. Beaucoup de trucs issus de l'hypnose générative de Stephen Gilligan, je ne sais pas si vous connaissez. C'est intéressant, c'est un élève d'Erickson. Voilà, c'est un peu le pont entre... Ah, ça j'aime bien. Voilà. Bon, on parle là-dessus alors. OK? Good. Bravo encore Richard. Merci pour ta présentation. Merci à tous pour votre participation. Et en espérant vous retrouver dans un mois. Et j'espère qu'on aura un peu plus de participants pour la prochaine. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Ciao. Merci à tous.